Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'émission Profondeur du droit consacrée aujourd'hui à l'indépendance du pouvoir judiciaire en droit congolais. Quel est l'organe représentant le pouvoir judiciaire en droit congolais? Quels sont les pouvoirs reconnus au ministre de la Justice? Qu'en est-il du principe de la séparation du pouvoir en République démocratique du Congo? Comment cela se matérialise-t-il? Nous parlerons de tout ça au cours de cette émission avec notre invité depuis New York. Maître Adolphe Mopotu Mokboya, depuis New York. Maître Adolphe Mopotu, bonsoir. Bonsoir, chère Zaïna. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, doctorant en droit à l'Université de New York. Nous sommes heureuses de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Nous parlons donc aujourd'hui de l'indépendance du pouvoir judiciaire avec vous. Alors, le principe constitutionnel de la séparation de pouvoir est-il pour vous un pilier de la démocratie, de l'état des droits? Oui, je pense que c'est même le pilier essentiel d'un État dit démocratique parce que comme Jean-Jacques Rousseau, comme ça a été défini, le pouvoir est subdivisé en trois dans un État. Nous avons le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif ainsi que le pouvoir législatif. Cette séparation de pouvoir permet à ce que la démocratie puisse respirer. Ça permet à ce que la démocratie puisse effectivement être constatée au niveau des institutions et que cela va être répercuté au niveau de la population. Lorsqu'il y a la séparation de pouvoir qui est instaurée par des textes légaux, notamment la Constitution, on constate que si les choses sont respectées telles que cela a été dicté par la Constitution, le pays va fonctionner normalement, d'autant plus que chacun ou chacune des institutions, par rapport au pouvoir respectif, va pouvoir agir suivant les prescrits de la Constitution. Et si cela est fait de la sorte, je pense que le pays va respirer démocratiquement et l'état des droits auquel nous aspirons pourra être réellement effectif. Mais une séparation trop stricte de ces pouvoirs-là peut empêcher l'État de bien exercer ses prérogatives. Une collaboration entre ces trois pouvoirs-là est importante pour assez que l'État fonctionne aussi normalement. Donc, une collaboration quand même dans la séparation, alors. Oui, dans un État, les lignes sont tracées. Donc, c'est comme si nous étions dans une autoroute où il y a trois bandes. Si chacun essaie de respecter sa bande, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Le strict ou la stricte séparation de pouvoir, c'est le gage même du bon fonctionnement des institutions de l'État, parce que si chacun se met à respecter les prescrits de la Constitution ainsi que les différentes lois qui légifèrent en matière de séparation de pouvoir, en attribuant à chacun ses compétences et ses attributions, je pense que l'on ne peut même pas parler de la stricte séparation. Nous pouvons parler simplement du respect par chaque pouvoir des lignes qui sont tracées par la Constitution. Et donc, c'est notamment le cas ici aux États-Unis où on considère que chaque pouvoir respecte les attributions qui lui sont conférées par la Constitution. Et si chaque pouvoir respecte sa ligne, sa bande, respecte les attributs qui lui sont conférés par la Constitution, je ne pense pas qu'il puisse avoir dérapage et que cela va permettre à ce que, comme je l'ai dit, que la démocratie puisse respirer. Et donc, un État qui a voulu la séparation des pouvoirs, c'est un État démocratique qui ne peut pas se plaindre du strict respect de la séparation de pouvoirs. Et dans cette séparation de pouvoirs, donc, le président de la République a ses pouvoirs, dans le cas donc, de la République démocratique du Congo, donc, de dissoudre l'Assemblée nationale. Les députés ont aussi pouvoir, par une motion de censure, de demander la démission du gouvernement. C'est toujours dans le cadre donc, de la séparation de pouvoir, de cette collaboration. C'est qui n'est pas illégal. Oui, je l'ai dit tantôt que la séparation des pouvoirs est un système qui est prévu et tracé par la Constitution. Et dès lors que la Constitution trace ces principes ou ces systèmes, la Constitution prévoit les attributions pour chaque institution, pour chaque pouvoir. C'est ainsi que pour essayer de permettre à ce que
un pouvoir ne puisse pas abuser du pouvoir de l'autre, l'État a institué une sorte d'intercontrôle, c'est-à-dire que le législatif contrôle l'exécutif, la justice qui fonctionne de façon indépendante ou qui devrait fonctionner de façon indépendante contrôle l'exécution de lois qui sont édictées par les pouvoirs législatifs. Et donc, c'est une sorte d'intercontrôle qui permet à ce que toutes les institutions puissent fonctionner normalement tant que ces institutions respectent le cadre législatif, le cadre constitutionnel et le cadre légal qui est prévu au sein d'un État. Et donc, par rapport à cela, on ne peut pas considérer que le fait pour, par exemple, le gouvernement qui émane, qui est issu des pouvoirs exécutifs puisse faire l'objet d'une motion de défiance ou d'une motion de censure en ce qui concerne le Premier ministre, que cela puisse être considéré comme un achèvement. Par contre, cela constitue effectivement, ce que j'ai dit, une sorte de contrôle entre ces pouvoirs-là pour éviter un abus de pouvoir, d'un pouvoir par rapport à un autre. Donc, c'est très important que ces institutions, que ces pouvoirs soient liés et que chacun puisse respecter le pouvoir qui sont conférés. Donc, ce sont des pouvoirs, comme on peut excusez-moi, ce sont des pouvoirs qui s'autocontrôle et qui chacun respecte le cadre constitutionnel que la Constitution prévoit. Et venons-en à notre sujet d'aujourd'hui, donc qui est l'indépendance du pouvoir judiciaire en droit congolais. Quelle est la base? Cette question-là a fait couler beaucoup d'encre et de salive dernièrement en République démocratique du Congo. Quelle est la base légale de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo? Oui, je voudrais ici me baser principalement sur la Constitution en énonçant les articles 149, les articles 151 ainsi que l'article 152. Ce sont là les piliers ou les bases légales, ou je pourrais mieux dire constitutionnelles, de l'indépendance du pouvoir judiciaire. D'accord. Et à quel organe est dévolu le pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo? Et par quel organe ces pouvoirs judiciaires est-il géré? Le pouvoir judiciaire, il faut ici partir des deux considérations. Du point de vue du pouvoir judiciaire en lui-même, ce pouvoir est détenu par les magistrats qui, comme l'article 149 le prévoit, que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et donc, partant de cela, le pouvoir judiciaire dans le rendu ou dans l'aspect de la justice qui est rendu à la population est détenu par les magistrats. Mais du point de vue de la gestion de ce pouvoir-là, cela relève de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature qui, en vertu de l'article 152, est l'organe qui gère justement les magistrats en ce qui concerne le pouvoir judiciaire. S'agit-il de magistrats de siège ou de magistrats du parquet? Ce pouvoir concerne tant les magistrats du siège que les magistrats du parquet, totalement en ce qui concerne le magistrat du siège, parce que l'article 151 vient marteler sur cette question en disant que lorsque les magistrats des juridictions en République démocratique du Congo statuent sur une question, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune interférence de la part du gouvernement ou de la part du pouvoir législatif. Et donc, par rapport à cela, puisque les magistrats du siège sont appelés à dire le droit, donc ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Par rapport aux magistrats du parquet, ils ont aussi le pouvoir judiciaire, mais c'est un pouvoir judiciaire qui n'est pas le même par rapport aux magistrats du siège, quant à ce que le magistrat du parquet peuvent recevoir des injonctions auprès du gouvernement, notamment le ministre de la Justice, mais une injonction qui se limite à celle positive, c'est-à-dire à demander à ce que le parquet puisse ouvrir une information judiciaire par rapport à un dossier bien déterminé. Et donc, par rapport à cela, le pouvoir judiciaire du magistrat du parquet est plus ou moins mitigé par rapport au magistrat du siège. Et donc, par cela ne tienne, le magistrat du parquet détient le pouvoir judiciaire parce qu'on ne peut concevoir une action au niveau de la juridiction sans que le magistrat du parquet au niveau pénal n'ait actionné cela par une action publique. Mais ce n'est pas l'esprit de l'article 149 de la Constitution. La Constitution de 2006, vous le savez, a été revue par la loi du 20 janvier 2011, portant donc révision de certains articles
de la Constitution de 2006. C'est de là d'ailleurs que se fonde, hein, c'est sur ça que d'ailleurs se fonde donc, le projet de loi hein, proposé par Monsieur Aubin Minakou et Monsieur Gary Sakata sur cet article 149 qui a été révisé donc en 2011, hein, qui ne cite plus dans l'organe de pouvoir judiciaire, on ne reprend plus le magistrat du parquet. L'article 146 en 2006 parlait bien, citait bien, disait bien, donc je cite, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que le parquet rattaché à ces juridictions. Mais après révision en 2011, on a enlevé en fait de cet article le parquet rattaché à ces juridictions. Donc le parquet ne font plus partie du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Oui, je pense que cette interprétation est plus ou moins biaisée. Si l'on considère le pouvoir judiciaire dans... Mais c'est l'esprit de... C'est la loi qui le dit. La Oui, loi, la Constitution révisée. Oui, la Constitution, il ne faut pas la lire en une disposition pour conclure. La Constitution est un tout qu'il faut essayer de voir dans son ensemble. C'est pourquoi j'ai dit cette interprétation est biaisée. L'article 149, dans son aspect de pouvoir judiciaire qui dit les droits, effectivement, ce pouvoir appartient aux magistrats du siège, donc aux juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que des autres ordres, notamment la Cour constitutionnelle ainsi que le Conseil d'État. Mais, je voulais dire de l'ordre administratif. Mais en ce qui concerne le pouvoir judiciaire dans son ensemble, s'il faut aller dans consulter l'article 152, vous allez constater avec moi qu'on parle du Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Et on ne peut pas concevoir que dans cette disposition, on cite les magistrats qui sont, en fait, qui constituent cet organe qui gère le pouvoir judiciaire. Il y a notamment, la liste est longue, il y a le président de la Cour constitutionnelle, le procureur près la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation, le procureur près la Cour de cassation. Donc, au-delà du fait qu'on a énuméré les chefs de juridiction, il y a aussi les chefs d'office, c'est-à-dire les procureurs, qui sont repris parmi les personnes qui sont appelées à gérer le pouvoir judiciaire. On ne peut pas gérer le pouvoir judiciaire sans en avoir le pouvoir. Ça serait quand même une aberration. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut essayer de relativiser cette disposition de l'article 149 qui, dans son aspect de dire le droit par le pouvoir judiciaire, donne effectivement ce pouvoir au seul magistrat du siège, c'est-à-dire des juridictions, mais quant au pouvoir judiciaire dans l'entendement général, ce pouvoir aussi appartient dans une certaine mesure aux magistrats du parquet qui sont aussi concernés par ce pouvoir judiciaire. Mais on doit se fonder sur la Constitution, c'est la loi fondamentale et toutes les lois doivent s'adapter à la Constitution. C'est d'ailleurs la démarche en fait de M. Minakou et de M. Gary Sakata qui veulent qu'il y ait en fait harmonie entre ce que dit la Constitution et la loi pourtant donc la loi qui règle donc le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Donc ce n'est pas adapté, enfin il faut l'adapter à la Constitution. Là c'était avant, mais comme étant donné que la Constitution a été révisée en 2011, il y a besoin d'adaptation. C'est ça en fait leur démarche. Mais oui, mais dans la Constitution, il y a l'esprit et la lettre. Dans l'esprit du constituant, je ne pense pas qu'il est question ici d'écarter le magistrat du parquet dans le pouvoir judiciaire. Hein, parce que, comme je l'ai dit, dans son aspect de dire le droit, effectivement, le pouvoir judiciaire
appartient aux magistrats du siège parce que les magistrats du parquet ne disent pas les droits. Les magistrats du parquet, c'est l'organe qui est censé veiller à ce que la loi soit respectée, la loi de la République soit respectée. Et par rapport à cela, il détient un certain pouvoir judiciaire. Je donne l'exemple des articles 27, 30 ou 31 du Code de procédure pénale qui donnent le pouvoir aux magistrats du parquet de pouvoir mettre une personne en détention préventive. Donc, c'est un pouvoir qui ne peut émaner que du magistrat, d'autant plus que c'est un pouvoir judiciaire. Donc, on ne peut pas concevoir en même temps une juridiction sans le parquet. C'est pourquoi les juridictions, le parquet sont attachés aux magistrats et que, pour conclure, par rapport à cette question du pouvoir judiciaire, lorsqu'on lit l'article 152, il est clairement spécifié que les magistrats du parquet font partie des organes qui gèrent, font partie de l'organe qui gère justement les magistrats dans leur ensemble, notamment les différents procureurs à tous les niveaux. Et cette loi, selon vous, ne doit pas être revue pour s'adapter à la Constitution actuelle? Là, qu'il faille revoir une quelconque loi ici. La démarche de M. Minakoué et Sakata sont des démarches que j'estime qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ces questions-là, les questions qu'ils ont soulevées, parce que si nous lisons les différentes lois qui ont été proposées, vous serez d'accord avec moi qu'il y a notamment la question de pouvoir soumettre la nomination provisoire soit-il des magistrats entre les mains du ministre de la Justice, ce qui est une violation de la Constitution parce que le pouvoir de nomination est un pouvoir qui revient au président de la République conformément à l'article 82 de la Constitution. Donc, on ne peut pas admettre que le ministre de la Justice, par exemple, puisse, dans le pouvoir qui doivent lui être conférés, lui donner le pouvoir de nommer les magistrats en contradiction avec la Constitution, d'autant plus que l'article 82 ne parle même pas de la proposition du gouvernement, mais l'article 82 parle de la proposition du Conseil supérieur de la magistrature par rapport à la nomination des magistrats. Oui, ça c'est un autre point. Ça c'est un autre point du projet. En fait, moi, je vous ai parlé plus du fait qu'il y a quand même le magistrat du parquet dans la nouvelle Constitution. C'est sur ce point-là que je me base pour vous demander s'il faudrait pas qu'il y ait quand même adaptation, parce que ça devient anachronique. Il faudrait peut-être adapter cet article-là, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, à cet article-là de la Constitution sur ce point de magistrats du parquet qui ne sont plus rattachés, qui ne font plus partie du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. C'est seulement sur ce point-là. Bon, nous allons évoluer, maître Mopotou. Selon vous, donc, le ministre de la Justice, vous avez parlé du ministre de la Justice tout à l'heure, mais a autorité sur le pouvoir judiciaire. C'est dans ses attributions. C'est lui qui administre la justice, selon les attributions. En se basant sur l'ordonnance loi du 27 mars 2020, signée par le président de la République, Félix Tshisekedi. On cite les attributions de tout ministère. Le ministre de la Justice a dans ses attributions l'administration de la justice. Comment voyez-vous cela ? L'administration de la justice ne veut pas dire administrer le pouvoir judiciaire. Le ministre de la Justice, dans son aspect du ministre de la Justice, en tant que membre du gouvernement, la justice dont il est question ici, c'est l'administration. C'est-à-dire, parce que vous allez être d'accord avec moi que le ministre de la Justice gère aussi les prisons, c'est-à-dire les maisons d'arrêt, ainsi que les prisons de la République. Les centres pénitentiaires, voulais-je dire. Le ministre de la Justice, c'est lui le responsable hiérarchique de tous les services judiciaires, notamment en ce qui concerne les greffiers ainsi que les huissiers qui ont les juridictions ainsi que tous les agents du parquet qui relèvent justement du pouvoir du ministre de la Justice en tant qu'administration. La justice ici, dans l'esprit de cette loi, n'est pas en confondre avec le pouvoir judiciaire qui ne peut être soumis à l'autorité du pouvoir exécutif, d'autant plus qu'il y a séparation de pouvoir. Le pouvoir est subdivisé en trois, dont le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Donc dire que le ministre de la Justice gère le pouvoir judiciaire, cela n'est pas vrai.
l'administration ici doit être prise, ou la justice doit être prise, pardon, au sens de l'administration, dont le ministre de la Justice. Oui, donc la mise en œuvre de l'action de poursuite revient au magistrat du parquet. Ça c'est pas le ministre, mais le ministre, l'injonction du ministre de la Justice, donc consiste en quoi sur le ministère public, le magistrat du parquet? Le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice est un pouvoir qui n'est limité qu'à une injonction positive, c'est-à-dire le ministre de la Justice peut demander au parquet d'ouvrir une action judiciaire ou une action publique, mais il ne se limite qu'à ce niveau-là, parce que après, il appartient au magistrat du parquet d'apprécier l'opportunité de pouvoir ouvrir une action, ou encore de pouvoir ouvrir une action, mais de dire que voilà, l'action que j'ai ouverte n'a pas abouti, et donc il peut classer le dossier sans suite. Le ministre de la Justice n'a pas le pouvoir, dès lors qu'il a donné injonction, de mettre fin à une action qui a été ouverte. Donc, c'est aussi ça la nuance. C'est pourquoi j'ai dit que par rapport à cela, le ministère public détient le pouvoir judiciaire, mais c'est un pouvoir qui est hybride par rapport au pouvoir des magistrats du siège. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de la désignation en fait, de membres du pouvoir judiciaire. Et ça se concrétise concrètement comment, le membre du pouvoir judiciaire, hein. C'est bien le président de la République qui nomme les membres du pouvoir judiciaire sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, la Constitution a voulu cela en vertu de l'article 82 de la Constitution. Le président de la République nomme et relève, le cas échéant, de leurs fonctions les magistrats qui sont nommés sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, c'est un pouvoir qui est dévolu au président de la République par rapport à la Constitution. C'est la Constitution qui lui a donné ce pouvoir-là. Donc, comme vous savez, nous avons opté pour ce mode de désignation des magistrats par nomination. Les autres pays passent par le vote. Aux États-Unis, par exemple, hormis les magistrats ou les juges de la Cour suprême de justice qui sont nommés aussi par le président de la République, cela ne restreint en rien leur indépendance. Les autres juges ou les magistrats du parquet sont votés par la population. Et donc, cela dépend du mode de désignation que chaque pays peut opter pour les magistrats tant du siège que du parquet. Mais je voudrais ici préciser qu'en dépit du fait que le magistrat est nommé par le président de la République, le magistrat a le devoir d'ingratitude. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Maître Mopotou, vous avez un mot de la fin par rapport à tout ce dont on vient de parler sur l'indépendance du pouvoir judiciaire en droit congolais? Oui, je pense que l'indépendance du pouvoir judiciaire est une matière très importante pour un pays qui se veut démocratique, mais aussi un pays qui aspire à un état de droit. La démocratie ne peut être réelle que si la justice est une justice qui fonctionne normalement. Et donc, nous allons continuer à nous battre pour que l'indépendance de la justice soit maintenue afin que les juges puissent jouer le rôle réellement de balance pour veiller à ce que les choses marchent normalement dans un pays. Merci, Maître Adolphe Mopotou, que nous recevions depuis New York aux États-Unis. Maître Adolphe Mopotou est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il est doctorant en droit à l'Université de New York. Nous vous remercions, Maître Mopotou, et disons au revoir à nos téléspectateurs. Nous vous fixons rendez-vous prochainement pour un autre numéro de l'émission Profondeur du droit. Restez branchés sur le programme de votre chaîne B1 Télévision. Au revoir.